Pimba est surnommé le cochon sauveteur, et reçoit même une médaille symbolique de la mairie. En 2013, dans le calme bocage normand, un groupe de passionnés de science et de fromage a décidé de relever un défi pour le moins inattendu, envoyer un camembert dans l'espace. Derrière cette idée un peu loufoque, il y avait une volonté à la fois humoristique et sérieuse, montrer qu'avec un peu de savoir-faire et beaucoup de créativité, on pouvait toucher les étoiles, même avec un produit aussi humble et emblématique que le fromage. L'expérience a été organisée par une équipe d'amateurs de spatial regroupés sous le nom de Projet Cam en Space, dont certains membres avaient des connaissances en physique, en météorologie ou en ingénierie. Leur objectif était simple, attacher un camembert à un ballon stratosphérique rempli d'hélium, l'envoyer le plus haut possible, filmer le vol et récupérer l'engin à son retour sur Terre. Le lancement a eu lieu dans un champ de Normandie, un matin d'été sous un ciel dégagé. Le fromage, solidement attaché à une nacelle faite de mousse, de polystyrène et d'aluminium, était accompagné d'une petite caméra embarquée, d'un traceur GPS, d'un altimètre et de capteurs de température. Le tout pesait moins de 2 kg, conformément aux normes pour les vols de ballons amateurs. Au moment du décollage, le camembert s'est élevé lentement, porté par le ballon qui grossissait en prenant de l'altitude. En quelques minutes, il a franchi les nuages. La caméra a capté des images impressionnantes, la courbure de la Terre, le bleu profond de l'atmosphère, puis le noir de l'espace stratosphérique. Le fromage a atteint une altitude de près de 30 000 mètres, bien au-delà des avions de ligne, à la frontière de l'espace. À cette hauteur, les températures descendaient à près de -50 degrés Celsius, le ballon a fini par éclater, comme prévu, sous l'effet de la pression. La nacelle a alors entamé une longue descente freinée par un parachute. Grâce au traceur GPS, l'équipe a pu suivre sa trajectoire en temps réel. Le camembert a finalement atterri dans un champ à une trentaine de kilomètres du point de départ, un peu cabossé mais entier. Lorsqu'ils l'ont récupéré, les membres du projet l'ont célébré comme un héros. Ils ont même organisé une petite cérémonie en son honneur, avec une dégustation symbolique. L'événement a attiré l'attention des médias locaux, puis nationaux. L'histoire a amusé autant qu'elle a impressionné, elle montrait qu'avec peu de moyens mais beaucoup de passion, on pouvait transformer un simple fromage en astronaute improvisé. Au cœur de la campagne angevine, dans le petit village de la Romagne, situé dans le département du Maine-et-Loire, la vie s'écoulait paisiblement, rythmée par les saisons, les marchés du samedi matin et les conversations sur la place du village. Rien ne semblait pouvoir troubler ce calme apparent, jusqu'à ce qu'un événement pour le moins insolite attire l'attention bien au-delà des limites de la commune. En 2020, alors que l'atmosphère politique locale devenait pesante et que les citoyens se sentaient de plus en plus déconnectés de leurs élus, un groupe d'habitants a décidé de faire entendre sa voix d'une manière tout à fait singulière. Plutôt que d'organiser une manifestation classique ou de rédiger une pétition, ils ont choisi une voix plus douce, mais bien plus marquante, élire un chat comme maire symbolique du village. Ce chat, c'était Rémi, un matou tigré à la démarche nonchalante, connu de tous les habitants. Depuis des années, il arpentait les rues comme s'il en était le véritable propriétaire. Il entrait librement dans les commerces, s'invitait sur les bancs publics, dormait sur le comptoir de la boulangerie, et semblait surveiller les allées et venues sur la place du village. Les enfants l'adoraient, les commerçants le nourrissaient, et les anciens disaient qu'il était plus au courant de la vie du village que n'importe quel conseiller municipal. Devant cet engouement naturel, des habitants ont lancé, presque pour rire au départ, l'idée de le nommer maire honoraire de la Romagne. Très vite, l'idée a pris de l'ampleur. Une campagne s'est organisée sur les réseaux sociaux, avec des affiches humoristiques, des slogans comme « Un maire qui ne miaule pas ses promesses » ou encore « Rémi, un maire qui ronronne au service du peuple ». Des bulletins de vote ont même été imprimés et une urne a été installée symboliquement au café du coin. Le jour du scrutin, une quarantaine d'habitants ont déposé leurs bulletins. Rémi a remporté l'élection avec une majorité écrasante, et personne n'a contesté le résultat. Le maire officiel de la Romagne a accueilli cette initiative avec beaucoup d'humour. Il a même posé pour une photo officielle aux côtés de Rémi,
installé confortablement sur son coussin rouge dans la salle du conseil municipal. La mairie a précisé qu'il ne prendrait évidemment aucune décision politique, mais qu'il était désormais le symbole bienveillant de la démocratie de proximité. L'histoire a rapidement dépassé les frontières du village. Des médias locaux, puis nationaux, se sont déplacés pour rencontrer ce félin devenu figure politique malgré lui. Rémi, fidèle à lui-même, ne s'est pas laissé impressionner par les caméras. Il a continué sa routine, se promenant de maison en maison, dormant sur les rebords de fenêtres, et acceptant d'un air blasé les caresses des curieux venus l'admirer. Il existe, dans le département de la Haute-Vienne, à une trentaine de kilomètres de Limoges, un hameau niché dans les collines, presque entièrement vidé de ses habitants. Ce lieu, qui semble tout droit sorti d'un roman, s'appelle Courbefy. Abandonné depuis les années 1990, il a fait la une de la presse en 2012, lorsqu'il a été mis en vente aux enchères, comme s'il s'agissait d'une simple maison ou d'un terrain vague. L'histoire de Courbefy est celle d'un rêve brisé. Dans les années 1980, un entrepreneur ambitieux avait racheté les vieilles maisons du hameau avec l'idée de transformer le village en complexe touristique. Gîtes ruraux, piscines, restaurants, activités de pleine nature, le projet semblait séduisant, en phase avec le renouveau rural que connaissaient certaines régions de France à l'époque. Malheureusement, les travaux n'ont jamais abouti. L'entreprise a fait faillite, le promoteur a disparu, et le village est resté figé, comme suspendu dans le temps. Les maisons en pierre, aux toits effondrés, ont lentement été envahies par la végétation. Les volets claqués au vent, les herbes folles ont remplacé les chemins pavés, et les rares curieux qui s'aventuraient jusqu'à Courbefy décrivaient un lieu silencieux et étrange, entre beauté naturelle et ambiance fantomatique. En 2012, la justice a décidé de trancher le sort de ce village. Le site a été mis aux enchères avec un prix de départ dérisoire, 330 000 €. L'annonce a aussitôt attiré l'attention des médias et du public. Acheter un village entier en France, ce n'est pas une offre que l'on voit tous les jours. Très vite, les journalistes, les artistes, les rêveurs et même des investisseurs étrangers ont tourné leur regard vers ce petit coin oublié du Limousin. C'est finalement un artiste sud-coréen, qui a remporté l'enchère. Il a déboursé un peu plus de 500 000 € pour s'approprier Courbefy. Son projet était aussi ambitieux que poétique, transformer le village abandonné en une résidence d'artistes internationales, où peintres, sculpteurs, photographes et penseurs du monde entier pourraient venir s'inspirer du silence et de la nature environnante. Pendant un temps, on a cru que Courbefy allait renaître. Des travaux ont commencé, des journalistes sont revenus pour couvrir l'événement, et l'histoire du village fantôme racheté par un mécène asiatique a fasciné les Français. Mais le conte de fées a pris une tournure tragique. S'est suicidé un an plus tard, en 2013, au cœur d'un scandale de corruption dans son pays. Le projet a été abandonné, une fois encore. Courbefy est redevenu un lieu de silence, un village sans voix, figé dans son destin inachevé. Aujourd'hui encore, Courbefy fascine. Des photographes y vont pour capturer son atmosphère unique, des passionnés d'histoire et d'urbex explorent ses ruines en quête d'indices sur sa vie passée. Et beaucoup continuent de rêver qu'un jour, ce hameau redeviendra un lieu de vie, de création ou de beauté. Dans le département du Loiret, non loin de la petite commune de Courtemaux, se trouvait autrefois un hameau qui portait un nom choquant, presque irréel, la mort aux Juifs. Ce nom n'était ni une blague, ni une invention récente. Il apparaissait bel et bien sur les panneaux routiers, sur les registres cadastraux, et même sur certaines cartes géographiques officielles. Pendant des années, il est resté là, discret, mais réel. Jusqu'à ce qu'il attire enfin l'attention de l'opinion publique. L'affaire a éclaté en 2014, lorsque le Centre Simon Wiesenthal, une organisation internationale de lutte contre l'antisémitisme et les crimes de haine, a découvert l'existence de ce toponyme et a immédiatement interpellé les autorités françaises. Comment un pays comme la France, marqué profondément par la Shoah et les blessures de la Seconde Guerre mondiale, pouvait-il encore tolérer un tel nom? La nouvelle a provoqué un tollé dans les médias, à l'échelle nationale comme internationale.
des journalistes se sont précipités sur place. Ce qu'ils ont trouvé, c'est un petit hameau rural, composé de quelques maisons isolées au milieu des champs, perdues dans la campagne du Loiret. Les habitants, eux, semblaient presque surpris de la polémique. Pour beaucoup, ce nom faisait simplement partie du paysage depuis toujours. Ils expliquaient qu'il n'avait, selon eux, rien à voir avec l'antisémitisme, mais plutôt avec une expression ancienne et probablement déformée au fil des siècles. Des historiens locaux ont tenté de retracer l'origine de ce toponyme. Certains ont évoqué une corruption de mots anciens comme « la mare aux Juifs », d'autres ont évoqué des légendes médiévales liées à des épisodes de peste ou de guerre religieuse. Mais aucune explication claire ou vérifiable n'a permis de justifier une appellation aussi violente. Face à la pression médiatique et politique, le maire de Courtemaux a d'abord hésité. Il déclarait que changer le nom entraînerait des démarches administratives complexes et inutiles. Pourtant, la mobilisation croissante, portée notamment par des associations mémorielles, des élus et des personnalités publiques, a fini par faire pencher la balance. En 2015, après plusieurs mois de débats, le nom « La mort aux Juifs » a été officiellement supprimé des registres officiels. Le hameau a été rattaché administrativement à Courtemaux sans mention particulière, et les panneaux ont été retirés. Au détour d'un élégant immeuble haussmannien du 16e arrondissement de Paris, à 2 pas du bois de Boulogne, se trouve un lieu aussi discret qu'insolite, le musée de la contrefaçon. Son nom intrigue déjà, mais c'est surtout sa taille et son contenu qui en font une véritable curiosité, souvent méconnue des Parisiens eux-mêmes. Installé dans un ancien hôtel particulier de l'avenue Kléber, ce musée occupe à peine quelques pièces réparties sur 2 étages. Pourtant, derrière sa petite superficie, il cache une collection étonnante qui raconte une facette inattendue de notre quotidien, celle des copies, des imitations, des faux et des contrefaçons. Il ne s'agit pas ici d'art volé ou de copies de chefs-d'œuvre célèbres, mais bien d'objets banals, en apparence. Fondé en 1951 par l'Union des fabricants, un organisme de lutte contre la contrefaçon, ce musée unique au monde expose des dizaines de paires de chaussures, de montres, de parfums, de jouets, de vêtements ou encore d'outils. Pour chaque objet, l'original est présenté à côté de sa copie. À première vue, les deux semblent identiques. Mais en s'approchant, on découvre les détails qui les différencient, une couture mal faite, un logo mal centré, une matière douteuse ou un emballage légèrement modifié. Ce qui rend ce musée fascinant, ce n'est pas seulement l'exposition elle-même, mais le message qu'il véhicule. Il montre à quel point la contrefaçon touche tous les domaines de notre vie, santé, sécurité, économie. Certains produits présentés sont même dangereux, comme ces médicaments contrefaits dont l'apparence est parfaite, mais dont le contenu est inefficace ou toxique. D'autres objets, plus amusants, déclenchent le sourire, comme cette célèbre poupée Barbie transformée en Barbie ou ce parfum de luxe devenu un simple flacon d'eau colorée au nom improbable. Le musée ne se contente pas d'accuser. Il éduque. Des explications claires accompagnent chaque vitrine pour aider le visiteur à comprendre comment repérer un faux, quels sont les circuits de production illégaux, et pourquoi la contrefaçon est bien plus qu'un simple « bon plan ». Des vidéos et des exemples concrets rendent la visite vivante et interactive, même pour les enfants. En moins d'1 heure, on ressort de ce petit musée avec un regard nouveau sur les objets qui nous entourent. On comprend que derrière une imitation anodine se cache parfois un réseau mondial, des violations de droits humains, du travail clandestin ou une fraude organisée. Ce musée, bien que minuscule, propose ainsi une grande leçon. Et c'est ce paradoxe entre la modestie du lieu et la richesse de son contenu qui en fait l'un des musées les plus singuliers de Paris. Une preuve que l'insolite n'a pas besoin d'espace pour marquer les esprits. En 2019, à Marseille, un fait divers digne d'un film comique s'est produit dans un quartier résidentiel de la ville. Un homme, d'une trentaine d'années, avait décidé de cambrioler une maison en plein après-midi, pensant que les lieux étaient vides. Il avait prévu son coup, une maison isolée, pas de caméra visible et aucune alarme détectée. Il s'introduit sans trop de difficulté par une fenêtre laissée entrouverte à l'arrière. Une fois à l'intérieur, il se met à fouiller les pièces avec application. Il emporte quelques bijoux,
un ordinateur portable, de l'argent liquide, et même une bouteille de vin bien entamée qu'il trouve sur le comptoir. Il semble prendre son temps, probablement trop. Mais ce qui va sceller son destin, ce n'est ni un voisin vigilant ni une caméra cachée. C'est un détail aussi improbable qu'absurde, il oublie sur place son propre portefeuille, qui contient sa carte d'identité. Personne ne sait exactement comment cela s'est produit. Peut-être qu'il l'avait sorti pour y glisser les billets volés, ou pour vérifier un plan. Toujours est-il qu'il l'a laissé là, en évidence sur le canapé du salon, aux côtés d'un sac de sport rempli d'objets qu'il comptait emporter mais qu'il n'a pas eu le temps de prendre. Lorsque les propriétaires rentrent chez eux en fin de journée, ils découvrent la maison en désordre. Ils appellent immédiatement la police. Les agents arrivent rapidement et, en examinant la scène, tombent sur le fameux portefeuille. En l'ouvrant, ils y trouvent une carte d'identité au nom d'un certain Kevin M., domicilié à quelques rues de là. Autant dire que l'enquête n'a pas été longue. En moins de 24 heures, la police se rend à l'adresse indiquée. Kevin est interpellé sans résistance. Face aux preuves accablantes, il avoue rapidement. Il reconnaît le cambriolage et admet avoir agi seul, dans l'espoir de se faire un peu d'argent facilement. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais les réseaux sociaux s'en sont emparés. L'affaire du cambrioleur le plus étourdi de France a fait le tour des médias locaux, puis nationaux. Les internautes se sont moqués gentiment, qualifiant Kevin de voleur le plus honnête de l'année ou de criminel à livrer lui-même. Le tribunal n'a pas été aussi indulgent. Le jeune homme, déjà connu des services de police pour des petits délits, a été condamné à plusieurs mois de prison avec sursis. Mais son histoire, elle, est restée dans les esprits comme l'un des faits divers les plus cocasses de l'année. Par une matinée ensoleillée de septembre 2020, dans les collines boisées du Var, un homme d'une quarantaine d'années décide de profiter du calme pour faire son jogging habituel. Habitué des sentiers forestiers près de son village, il connaît bien la nature environnante, les pins, les cigales et parfois, au loin, quelques bruits de faune sauvage. Rien de bien inquiétant. Mais ce jour-là, son footing tranquille va se transformer en une scène surréaliste. Après quelques kilomètres de course, alors qu'il s'engage sur un sentier un peu plus étroit, il entend des branches craquer derrière lui. Il se retourne et aperçoit, à une quinzaine de mètres, un sanglier adulte, visiblement agité, qui semble le fixer, puis commencer à avancer dans sa direction. Pensant d'abord à une simple coïncidence, il continue de courir, mais le sanglier accélère aussi. Pris de panique, l'homme se met à courir plus vite, sort son téléphone de sa poche et compose immédiatement le 17, le numéro de la police. Essoufflé, haletant, il explique à l'opérateur qu'il est en train d'être poursuivi par un sanglier en forêt. L'agent pense d'abord à une mauvaise blague, mais comprend rapidement que l'appelant est sérieux, et surtout très stressé. L'homme décrit sa position du mieux qu'il peut, guidé par les repères du sentier. Une patrouille de gendarmes est envoyée sur place. Entre-temps, le jogger trouve refuge derrière un gros rocher, espérant que l'animal abandonne sa traque. Le sanglier, de son côté, semble hésiter, s'arrête à quelques mètres, grogne, gratte le sol avec ses sabots, puis finit par repartir dans les forêts. Quelques minutes plus tard, les gendarmes retrouvent le jogger, trempé de sueur, encore tremblant. Ils inspectent la zone, mais l'animal a déjà disparu. Plus tard, un agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage expliquera que le comportement du sanglier peut s'expliquer par la saison du rut ou une mise-bas récente. L'animal avait peut-être perçu l'homme comme une menace ou était simplement désorienté. L'histoire aurait pu passer inaperçue, mais elle a été relayée par les journaux locaux, puis reprise dans certaines chroniques radio. Le jogger, qui a préféré garder l'anonymat, a confié aux journalistes qu'il n'avait jamais couru aussi vite de sa vie, et qu'il ne remettrait probablement plus les pieds dans cette forêt sans faire un peu de bruit avant d'entrer. Depuis, la scène fait sourire dans le village. Certains ont surnommé le sanglier le coach personnel, et d'autres plaisantent en disant qu'il faudrait créer une nouvelle alerte pour les coureurs, risque de cardio extrême en cas de rencontre musclée. Dans la nuit du 13 février 2023, aux alentours de 3 heures du matin,
de nombreux habitants de la région bordelaise ont été brusquement réveillés par un éclat de lumière intense suivi d'un bruit sourd et retentissant. Les réseaux sociaux se sont rapidement enflammés, certains parlaient d'un éclair, d'autres d'une explosion ou même d'un accident d'avion. La réalité, bien plus rare et spectaculaire, allait bientôt être confirmée, une météorite venait d'entrer dans l'atmosphère et de se désintégrer dans le ciel au-dessus de la Gironde. Ce phénomène, aussi fascinant qu'inattendu, a été capté par plusieurs caméras de surveillance, dashcam et témoins qui ont levé les yeux juste à temps. Sur les vidéos, on distingue une boule de feu lumineuse traverser le ciel à une vitesse vertigineuse avant de s'embraser et exploser dans une gerbe d'étincelles. L'impact n'a causé aucun dégât matériel ni victime, mais la scène a marqué durablement ceux qui l'ont vu. Peu après, des scientifiques ont confirmé qu'il s'agissait d'un astéroïde d'environ 1 mètre de diamètre, baptisé 2023 CX1, qui avait été repéré quelques heures à peine avant son entrée dans l'atmosphère terrestre. Ce détail rend l'événement d'autant plus exceptionnel. C'était l'un des très rares cas où un objet céleste avait été détecté avant sa chute. L'astéroïde s'est fragmenté à haute altitude, au-dessus de l'estuaire de la Gironde. Des chercheurs et des passionnés de météorites se sont immédiatement mis en quête de fragments au sol, espérant retrouver des morceaux de cette roche venue de l'espace. Bien que les chances de découverte soient minces, l'objet ayant brûlé en grande partie, des fouilles ont été organisées dans les zones boisées entre Bordeaux et Arcachon, sans certitude de succès. La presse régionale et nationale s'est emparée de l'événement. Les astronomes ont salué un phénomène rarissime, non seulement par sa visibilité mais aussi par le fait qu'il ait pu être anticipé, même brièvement. Ce genre d'explosion céleste, appelée bolide, est observable quelques fois par an à l'échelle mondiale, mais rarement en pleine nuit et aussi clairement en France. Pour beaucoup d'habitants, cette nuit-là restera gravée comme une rencontre inattendue avec l'infini. Certains parlent encore de cette lumière étrange qui a brièvement transformé la nuit noire en jour. D'autres disent avoir ressenti le grondement comme un tremblement de terre lointain. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est peut-être qu'un caillou venu de l'espace, vieux de plusieurs milliards d'années, a choisi les cieux tranquilles de Bordeaux pour faire sa spectaculaire entrée et sortie. C'était une matinée ordinaire aux eaux de Pont-Scorff, dans le Morbihan, jusqu'à ce qu'un soigneur fasse une découverte inquiétante en arrivant sur les lieux. Le grillage d'un enclos avait été endommagé. À l'intérieur, le sol était retourné, la terre fouillée, et surtout, les occupants avaient disparu. 5 loups, dont certains en meute depuis plusieurs années, s'étaient échappés pendant la nuit. L'alerte a été donnée immédiatement. Les responsables du parc ont aussitôt déclenché le protocole d'urgence, et les gendarmes locaux ont été appelés en renfort. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre dans les médias régionaux. Très vite, une inquiétude sourde a gagné les habitants des environs. Certains ont préféré ne pas envoyer leurs enfants à l'école. D'autres ont refusé de sortir faire leurs courses. Selon l'enquête menée par les autorités, les loups avaient creusé sous la clôture, profitant d'une faiblesse dans les fondations de l'enclos. Le grillage n'était pas conforme aux normes les plus récentes, et il semblerait que des travaux de consolidation étaient déjà prévus, mais pas encore effectués. Une erreur de timing qui allait coûter cher. Durant les heures qui ont suivi, les agents du zoo, accompagnés de vétérinaires et de tireurs spécialisés, ont parcouru la campagne environnante. Ils ont retrouvé les traces de 2 loups à proximité du parc. Ceux-ci, désorientés, avaient fini par revenir vers leur enclos d'eux-mêmes, probablement attirés par les odeurs familières. Les 3 autres, en revanche, avaient pris la fuite vers les bois. L'opération de récupération a duré plusieurs heures. 2 loups ont pu être localisés et anesthésiés sans dommage. Mais le dernier, plus jeune et plus nerveux, s'était aventuré trop loin, à proximité d'une route fréquentée. Les autorités, craignant un accident ou un comportement imprévisible, ont pris la difficile décision de l'abattre. Ce choix a provoqué une vive émotion parmi les soigneurs du zoo, qui connaissaient bien l'animal. L'affaire a fait grand bruit dans toute la France. Certains ont critiqué la gestion du zoo et l'état des installations. D'autres ont pointé du doigt la difficulté d'équilibrer sécurité publique et bien-être animal. Des associations ont demandé des audits dans les autres parcs animaliers du pays.
Le zoo de Pont-Scorff, lui, a rapidement annoncé un plan de modernisation de ses infrastructures et a renforcé ses protocoles de surveillance nocturne. Au-delà des faits, cette nuit d'évasion a frappé les esprits. Elle a rappelé que les animaux sauvages, même élevés en captivité, conservent un instinct puissant de liberté. Elle a aussi révélé les failles parfois méconnues de certains établissements et la fine ligne entre fascination et responsabilité. En mai 2014, une information publiée dans la presse française provoque à la fois stupéfaction, moquerie et indignation. La SNCF et Réseau Ferré de France, les deux entités en charge du transport ferroviaire, auraient commandé une nouvelle série de trains régionaux, trop larges pour les quais de nombreuses gares françaises. Plus de 1300 quais sur l'ensemble du territoire sont concernés. Le choc est immédiat. L'affaire remonte à la commande de 2000 nouveaux TER, trains express régionaux, confiés à deux grands constructeurs, Alstom et Bombardier. Ces nouveaux trains, plus confortables, plus modernes et censés améliorer le service pour les usagers, devaient peu à peu remplacer les anciens modèles. Le budget total de l'opération s'élève à plus de 15 milliards d'euros. Le problème, c'est que ces trains ont été conçus à partir des dimensions des quais les plus récents du réseau, construits depuis les années 1990. Les ingénieurs n'ont pas pris en compte les gares plus anciennes, dont les quais sont plus étroits. Ces quais représentent pourtant une part importante du réseau régional, notamment dans les zones rurales ou montagneuses. Résultat, les nouveaux TER, légèrement plus larges, ne passent tout simplement pas sur ces quais sans risquer d'accrocher les bords ou d'empêcher les passagers de monter correctement. Il ne s'agit pas d'un écart monstrueux, quelques centimètres seulement. Mais ces centimètres font toute la différence dans un système aussi précis que le ferroviaire. Plutôt que de revoir la conception des trains, déjà en cours de fabrication, il est décidé de modifier les quais eux-mêmes, un chantier de très grande ampleur qui coûtera au moins 50 millions d'euros supplémentaires. Les réactions sont immédiates. L'opposition politique dénonce une gestion absurde des deniers publics. Les syndicats pointent du doigt un manque de communication entre les ingénieurs des différentes entités du rail. Les humoristes s'en donnent à cœur joie. L'affaire devient un sujet récurrent dans les chroniques radio, les caricatures, et même dans les sketchs télévisés. Certains parlent de trains trop gros pour la France, d'autres de problèmes de taille nationale. La SNCF tente d'éteindre l'incendie médiatique en expliquant qu'il ne s'agit pas d'une erreur de calcul, mais d'un oubli dans la collecte de données. RFF, de son côté, assume sa part de responsabilité et annonce que les travaux de rabotage des quais commenceront immédiatement. Malgré l'embarras, les deux entreprises insistent sur le fait que la sécurité n'a jamais été compromise. Au final, les quais ont bien été élargis, les trains ont été mis en service, et les usagers ont fini par les adopter. Mais cette affaire reste aujourd'hui un exemple emblématique de la complexité bureaucratique et des dysfonctionnements dans les grands projets d'infrastructure. Elle symbolise aussi à quel point le moindre détail peut coûter des millions, et comment une simple imprécision technique peut se transformer en cauchemar médiatique. En juillet 2019, un vol intérieur français reliant Paris à Aurillac prend un virage aussi inattendu qu'absurde. Ce jour-là, les passagers montent tranquillement à bord d'un petit avion régional de la compagnie Hop, une filiale d'Air France. L'embarquement s'est déroulé sans encombre, le décollage aussi. Mais au bout d'environ 20 minutes de vol, alors que l'appareil a déjà quitté l'Île-de-France, le pilote annonce brusquement au micro qu'il est contraint de faire demi-tour. L'annonce surprend tout le monde. Il n'y a pas de turbulence, aucun problème technique, ni incident médical à bord. Alors pourquoi ce retour vers l'aéroport d'Orly ? La réponse laisse d'abord les passagers incrédules. Un plateau repas halal, prévu pour l'un des passagers à bord, n'a pas été embarqué avant le départ. Le personnel de cabine s'est aperçu un peu trop tard que ce repas spécifique commandé à l'avance pour des raisons religieuses manquait. Il n'y avait pas de solution de remplacement à bord, pas même un autre plateau compatible. Dans les règles strictes imposées par certaines compagnies aériennes en matière de service à la clientèle, surtout en cas de repas précommandé, ce genre d'oubli peut obliger à réorganiser le vol. D'autant que dans ce cas précis, il s'agissait d'un vol court et peu chargé,
ce qui permettait logistiquement de faire demi-tour sans trop de complications techniques. Mais sur le plan du bon sens, la décision a laissé plus d'un passager sur sa faim. L'avion atterrit à Orly, un nouveau plateau est embarqué, le personnel s'assure que tout est en ordre, et l'appareil redécolle environ 40 minutes plus tard pour sa destination initiale. Le vol se termine sans encombre, mais les passagers arrivent avec plus d'une heure de retard, pour un trajet qui devait initialement durer moins d'une heure. L'affaire aurait pu rester confidentielle, mais plusieurs passagers, amusés ou agacés, partagent leur expérience sur les réseaux sociaux. Les médias relaient rapidement l'histoire, qui devient virale. Beaucoup ironisent sur ce sandwich à 10 000 €, montant approximatif du surcoût engendré par la manœuvre, carburant, logistique, retard en chaîne, indemnité potentielle. Air France, contactée par les journalistes, confirme l'incident tout en défendant sa décision. Elle rappelle que les repas spéciaux sont un service garanti, et qu'un oubli peut être considéré comme une défaillance de prestation pour laquelle la compagnie est contractuellement engagée. Mais en coulisses, l'affaire embarrasse. Des consignes internes sont renforcées pour éviter que cela ne se reproduise. Cette histoire, à la fois cocasse et révélatrice des contraintes du transport aérien moderne, soulève aussi des questions plus profondes sur la rigidité des procédures, la personnalisation des services, et la place des exigences individuelles dans un cadre collectif. Elle montre surtout qu'un détail aussi banal qu'un sandwich peut, dans un système trop rigide, faire dériver tout un avion. En 2008, dans un quartier tranquille de Marseille, un habitant ouvre sa boîte aux lettres comme chaque matin. Parmi les factures et les prospectus se trouve une enveloppe officielle de la mairie. À l'intérieur, une carte électorale flambant neuve. Jusque-là, rien d'inhabituel. Sauf que cette carte n'est pas à son nom, ni à celui d'un membre de sa famille. Elle est adressée à Titou, son chien. L'homme, d'abord amusé, croit à une erreur isolée ou à une mauvaise blague. Mais en consultant le contenu plus attentivement, il se rend compte que la carte est parfaitement rédigée, avec un numéro d'électeur, une adresse correcte, et l'invitation à se présenter aux urnes le jour du scrutin municipal. Le nom Titou, accompagné d'un prénom fictif et d'un faux numéro de naissance, est bien enregistré dans le système. Perplexe, il contacte la mairie. Là, la stupéfaction est générale. Après vérification, il s'avère que Titou, un petit chien de type bichon frisé, a été inscrit par erreur sur les listes électorales. L'explication la plus probable, une blague ou une négligence lors d'une inscription en ligne, faite par un tiers ou par le propriétaire lui-même, qui aurait voulu tester la fiabilité du système. Le formulaire, à l'époque, ne comportait pas de vérification automatique rigoureuse de l'état civil. Cette anecdote aurait pu rester confidentielle, mais elle prend vite de l'ampleur lorsqu'un journaliste local la relaie dans un article humoristique. Très rapidement, l'histoire circule dans toute la France. Les internautes s'en amusent, certains vont jusqu'à déclarer leurs propres animaux sur des formulaires fictifs pour voir s'ils peuvent aussi recevoir leur carte électorale. On voit même apparaître des montages où des chats tiennent leur carte d'électeur entre les pattes, avec des slogans comme « Votez ronron » ou « Un os pour tous ». L'administration, gênée par cette publicité inattendue, réagit rapidement. Elle rappelle que l'inscription sur les listes électorales est une démarche encadrée, qui repose sur la bonne foi du citoyen, mais qu'elle est désormais davantage sécurisée. À Marseille, une enquête est ouverte pour comprendre comment l'erreur a été validée. Aucun acte frauduleux n'est finalement retenu, mais l'affaire sert de signal d'alarme sur les failles possibles du système. Titou, lui, est devenu une sorte de mascotte locale. On raconte qu'il a voté pour les croquettes gratuites et qu'il s'est abstenu au présidentiel faute de débat canin. Évidemment, il n'a jamais franchi l'isoloir, mais son histoire est devenue une petite légende urbaine de la cité phocéenne. Cet épisode a eu au moins un mérite, il a poussé plusieurs mairies à renforcer le contrôle des inscriptions sur les listes électorales. Car même dans une démocratie bien huilée, il suffit parfois d'un chien avec un nom et une adresse pour faire sourire ou réfléchir. En janvier 2008,
un arrêté municipal peu commun est pris dans le petit village de Sarpourens, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le texte, rédigé sérieusement, stipule que toute personne n'ayant pas de concession funéraire dans le cimetière communal se voit interdire de mourir sur le territoire de la commune. À première vue, cela ressemble à une farce administrative. Pourtant, le maire à l'origine de cette décision n'avait rien d'un humoriste, il voulait dénoncer une situation absurde, avec une solution tout aussi absurde. À l'époque, Sarpourens est un petit village rural d'environ 250 habitants. Comme dans de nombreuses communes françaises, l'espace est limité, y compris au cimetière. Depuis plusieurs années, le cimetière est saturé, et malgré les demandes répétées, la préfecture refuse l'agrandissement du terrain. La raison invoquée est d'ordre environnemental, les terrains voisins sont classés comme zones protégées, empêchant toute extension. Face à ce blocage administratif, le maire, Gérard Lalanne, décide de frapper fort. Il rédige et publie un arrêté à la fois provocateur et totalement ironique, dans lequel il affirme que toute personne n'ayant pas de place au cimetière sont priées de ne pas décéder dans la commune, sous peine de sanction. Le ton volontairement absurde n'empêche pas l'arrêté d'être signé et affiché à la mairie. Très vite, l'histoire est repérée par la presse locale, puis nationale. Le village devient célèbre du jour au lendemain. Les médias viennent filmer les rues calmes de Sarpourens, interviewer les habitants, certains amusés, d'autres perplexes. Le maire assume son geste, pour lui, il s'agissait d'un cri de colère déguisé en farce administrative, une façon de dénoncer l'inaction de l'État face à un problème humain et urgent. Mais au-delà de l'humour noir, la situation révèle une réalité bien concrète, de nombreux villages ruraux manquent de place pour enterrer leurs défunts, et les démarches pour obtenir un terrain sont longues, complexes, parfois bloquées par des réglementations contradictoires. Le préfet, pris de court, ne sanctionne pas le maire, mais rappelle que l'arrêté n'a aucune valeur légale. Mourir, évidemment, n'est pas un choix volontaire que la loi pourrait interdire. Pourtant, cette déclaration farfelue a permis de faire pression sur les autorités. Quelques mois plus tard, face à l'écho médiatique de l'affaire, des négociations sont rouvertes, et le cimetière finit par obtenir un petit terrain supplémentaire, suffisant pour les besoins immédiats. L'affaire de Sarpourens est restée dans les mémoires comme l'un des exemples les plus étonnants d'un maire utilisant l'absurde pour faire avancer une cause sérieuse. Depuis, d'autres communes ont repris l'idée à titre symbolique, parfois pour attirer l'attention sur la désertification médicale ou les infrastructures vieillissantes. Mais dans l'histoire administrative française, Sarpourens reste le seul village où, pendant un temps, la mort elle-même était hors la loi. Dans les rues animées de Paris, de Marseille, de Nice ou encore de Limoges, un étrange spectacle attire régulièrement les regards amusés des passants. Ils voient défiler des dizaines d'hommes et de femmes en tablier, vêtus de noir et blanc, courant à grandes enjambées à travers les boulevards, en tenant d'une main ferme un plateau chargé de verres, de bouteilles, et parfois même d'assiettes. Pas de doute, c'est bien la fameuse course des garçons de café, une tradition française qui mêle adresse, rapidité et un sens de l'équilibre à toute épreuve. La plus célèbre de ces courses se déroule à Paris, sur les grands boulevards, parfois jusqu'à la place de l'Hôtel de Ville. Elle existe depuis le début du XXe siècle et a été créée à l'origine pour mettre à l'honneur un métier exigeant, celui de serveur ou serveuse en brasserie, où l'on est attendu au pas de course, mais toujours avec élégance. Le principe de la course est aussi simple qu'exigeant. Chaque participant doit parcourir un circuit en milieu urbain, souvent semé d'obstacles, sans courir trop vite et surtout sans faire tomber le contenu de son plateau. Celui-ci est généralement composé d'un verre plein, d'une bouteille d'eau ou de vin, et parfois d'une tasse. Les concurrents n'ont pas le droit de tenir le plateau à deux mains ni de le caler contre leur corps. Toute chute ou éclaboussure entraîne des pénalités. Les spectateurs sont toujours nombreux, amusés de voir ces professionnels du service se transformer en athlètes de l'équilibre, certains gardant une démarche incroyablement digne malgré la course, d'autres zigzagant en grimaçant pour éviter les flaques, les pavés ou les enfants qui courent à côté. Les encouragements fusent, les rires éclatent lorsque des participants perdent une assiette ou renversent un verre à la dernière seconde. Au-delà de l'aspect ludique, la course est aussi un hommage à un métier exigeant, souvent peu valorisé mais pourtant essentiel dans la culture française.
Être serveur dans une grande brasserie parisienne ou sur une terrasse bondée d'été, c'est savoir jongler entre rapidité, sourire, mémoire et équilibre. La course permet de célébrer ce savoir-faire avec humour et fierté. Dans certaines éditions, des prix sont remis aux vainqueurs, des bons d'achat, des repas dans de grands restaurants ou même des billets d'avion. Il existe aussi des catégories par âge ou par établissement. Certains serveurs reviennent chaque année et préparent la course comme un véritable défi personnel, répétant le parcours à vide ou s'entraînant à maintenir un plateau parfaitement stable pendant plusieurs minutes. Depuis quelques années, ces courses ont même gagné un peu d'international. Des villes comme Tokyo, Londres ou Montréal organisent des variantes inspirées du modèle français, souvent appelé Waiters Race. Mais en France, elles gardent un goût unique de zinc, de terrasses de bistrot, de café crème et de panache parisien. Dans la ville de Montélimar, bien connue pour ses nougats et ses spécialités sucrées, un événement particulièrement étonnant a marqué les esprits en 2022. Les habitants et les visiteurs ont pu admirer une œuvre monumentale, éphémère et délicieusement parfumée, un escargot entièrement fabriqué en chocolat, pesant plus de 600 kg, considéré comme le plus grand jamais réalisé en France. L'idée de ce projet un peu fou est née au sein d'une chocolaterie artisanale locale, dans le cadre du Salon du chocolat organisé chaque année dans la région. Les maîtres chocolatiers voulaient frapper fort et rendre hommage à la tradition française en liant la gastronomie, la nature et une pointe d'humour. Car quoi de plus français qu'un escargot ? Un clin d'œil évident à ce petit animal emblématique, souvent associé à la cuisine traditionnelle mais rarement en version dessert. La réalisation de l'escargot a nécessité des semaines de préparation. Plusieurs artisans se sont réunis dans un atelier spécialement aménagé, à température contrôlée, pour travailler sur les différentes parties de la sculpture. La structure de base a été montée à l'aide de moules géants et de supports en acier inoxydable, soigneusement camouflés sous des couches épaisses de chocolat noir, au lait et blanc. L'escargot mesurait près de 2 mètres de long, avec une coquille en spirale parfaitement lisse, brillante, décorée de feuilles en chocolat doré. Son corps, plus texturé, semblait presque réaliste, comme s'il était en train de glisser doucement sur un socle de praliné. Le parfum du chocolat flottait dans l'air, attirant des curieux par dizaines, puis par centaines. La sculpture a été exposée pendant 3 jours dans la Grande Halle de Montélimar, où elle est rapidement devenue l'attraction principale du salon. Les enfants la regardaient bouche bée, certains adultes plaisantaient à l'idée de croquer une pâte ou lécher la coquille discrètement. Mais la tentation a dû attendre. Le dernier jour, la chocolaterie a organisé un démontage festif de la sculpture. À l'aide de marteaux en bois et de gants hygiéniques, les artisans ont brisé l'escargot géant en morceaux, distribués gratuitement au public. Des centaines de visiteurs sont repartis avec un éclat de chocolat dans la poche, souvenir gourmand d'un moment unique. L'événement a été largement couvert dans la presse locale et relayé sur les réseaux sociaux. Il s'inscrit dans une tendance de plus en plus répandue en France, l'art culinaire spectaculaire, où la créativité se mêle à la tradition pour créer des pièces uniques qui émerveillent autant qu'elles régalent. Aujourd'hui encore, les habitants de Montélimar se souviennent avec fierté de leur escargot géant. Non pas celui servi à l'ail et au persil, mais celui, fondant et sucré, qui a prouvé qu'en matière de chocolat, la démesure peut aussi être un art. Dans la petite commune d'Haute-Rive, dans la Drôme, se dresse une construction que rien ne laissait prévoir. Entouré de champs et de maisons modestes, ce bâtiment étrange et fascinant semble sorti d'un rêve ou d'un conte. Sculptures d'animaux, colonnes en spirale, temples miniatures, fontaines figées, arches dentelées. Le palais idéal du facteur cheval est une œuvre unique au monde. Encore plus incroyable, il a été construit par un seul homme, sans formation en architecture, ni aide, ni budget, à la seule force de ses mains et de sa volonté. Ferdinand Cheval est né en 1836. Il devient facteur rural, chargé de distribuer le courrier à pied dans la campagne drômoise, sur un parcours quotidien de plus de 30 km. Il est un homme simple, discret, solitaire, peu éduqué, mais rêveur. Et un jour d'avril 1879, alors qu'il effectue sa tournée, il trébuche sur une pierre au bord d'un chemin.
En la ramassant, il est frappé par sa forme. Il la trouve belle, presque étrange. Puis il en trouve d'autres. Ce jour-là, naît en lui une idée folle, construire un palais, un monument qui rassemblerait toutes les beautés du monde, avec les pierres qu'il ramassera sur sa route. Il commence à les collecter chaque jour. Il remplit ses poches, puis une brouette. Pendant la journée, il livre le courrier. Le soir, il construit. Pendant 33 ans, sans relâche, il taille, assemble, modèle. Il utilise de la chaux, du ciment, du mortier, du fil de fer, tout ce qu'il peut trouver. Il s'inspire de tout ce qu'il voit ou imagine, les cartes postales qu'il distribue, les livres qu'il feuillette, les récits d'explorateurs, les temples hindous, les pyramides égyptiennes, les châteaux médiévaux. Son œuvre devient un patchwork de cultures, de formes, de symboles. Le résultat est grandiose, déconcertant, magique. Le palais mesure environ 25 mètres de long, 14 mètres de large et 10 mètres de haut. Chaque recoin est orné de détails sculptés, oiseaux, géants, lions, grottes, escaliers secrets. Des inscriptions sont gravées dans la pierre, comme autant de messages laissés au futur. Le travail fut mon seul bonheur ou encore à cœur vaillant, rien d'impossible. Ce palais n'a pas été conçu pour être habité, mais pour exister, pour témoigner d'un rêve réalisé. Pendant longtemps, Cheval est pris pour un fou. Les villageois se moquent de lui, le prennent pour un original inoffensif. Mais peu à peu, des curieux viennent voir le palais. Puis des artistes, des écrivains, et même André Breton, chef de file du mouvement surréaliste, qui le considère comme un génie brut. Le facteur Cheval, lui, continue sa vie humblement. Il achève son palais en 1912, à 76 ans. Il consacrera les dernières années de sa vie à construire, à quelques pas de là, son propre tombeau, dans le cimetière communal. Ferdinand Cheval meurt en 1924, dans l'anonymat. Mais son œuvre, elle, survit. En 1969, grâce à l'intervention de André Malraux, le Palais Idéal est classé monument historique. C'est le premier bâtiment jamais classé en France alors qu'il a été construit par un non-professionnel. Aujourd'hui, le palais attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Il est reconnu comme une œuvre majeure de l'art naïf et de l'architecture visionnaire. Beaucoup quittent Auterive bouleversés par cette réalisation née du quotidien, de la patience et de l'imaginaire d'un seul homme. Le palais idéal est la preuve éclatante qu'avec de la passion, de la persévérance et un rêve, même un simple facteur peut bâtir l'impossible. En parcourant les montagnes des Pyrénées-Orientales, entre les forêts, les champs et les routes de campagne françaises, un panneau routier intrigue les voyageurs, Bienvenido a Livia. Pourtant, nous sommes toujours en France. Et pourtant, Livia est bel et bien un territoire espagnol, un morceau de Catalogne entouré de toutes parts par la République française. Ce village étonnant est ce qu'on appelle une exclave, un territoire détaché du pays auquel il appartient, entièrement cerné par un autre État. Livia est espagnole, mais on ne peut y accéder que par la France, en passant par une route de 1,8 km qui la relie au reste de la Catalogne. Cette situation remonte à un épisode vieux de plusieurs siècles, qui prend racine dans les traités frontaliers du XVIIe siècle. En 1659, la France et l'Espagne signent le traité des Pyrénées, qui met fin à une guerre longue et coûteuse. À cette occasion, plusieurs villages catalans situés au nord de la frontière naturelle des Pyrénées sont cédés à la France. Parmi ces villages figurait Livia. Du moins, c'est ce que pensait la France. Mais les Espagnols ont soulevé une objection juridique qui allait faire date. Le traité stipulait que seuls les villages de la Cerdagne étaient cédés. Or, Livia ne possédait pas le statut de village, mais de ville depuis l'époque romaine. Un simple mot a suffi à exclure Livia du traité, et à faire de ce petit territoire de 12 km² un cas unique en Europe. Depuis ce jour, Livia est restée espagnole, bien que située en plein territoire français. Cette situation géographique particulière a donné lieu à toutes sortes d'arrangements diplomatiques. Une route spéciale, connue sous le nom de chemin de Livia, relie la commune à l'Espagne. Cette route est protégée par un accord international qui garantit la libre circulation des habitants sans contrôle aux frontières.
Mais cette coexistence n'a pas toujours été paisible. Au XXe siècle, de nombreuses tensions administratives ont surgi, notamment à propos de la signalisation routière, de la gestion des services postaux, ou encore de la sécurité. Dans les années 1970, un différend a éclaté entre les deux pays à propos de la fermeture d'un accès secondaire par les autorités françaises. Les habitants de Livia ont alors bloqué symboliquement la route avec des tracteurs, exigeant le respect de leurs droits de passage. Aujourd'hui, Livia est un village paisible de quelques milliers d'habitants. On y parle catalan et espagnol, mais tous les panneaux routiers à l'extérieur sont en français. On paie en euros, on croise des gendarmes français à quelques mètres de la police espagnole, et les enfants vont à l'école, en Espagne, après un court trajet en voiture à travers la France. Ce territoire paradoxal est devenu une curiosité géographique et un symbole de la complexité des frontières européennes. Il attire chaque année des touristes intrigués, des géographes passionnés et des amateurs de cartes anciennes. Livia, c'est un rappel que les frontières ne sont pas toujours droites, que l'histoire laisse des traces durables, parfois absurdes, et que dans un coin de montagne, il est possible de vivre dans un pays, tout en étant cerné par un autre. C'est une découverte glaçante, faite dans le silence d'un appartement oublié. En février 2023, dans un quartier résidentiel calme de Lille, un huissier se rend dans un petit logement social pour effectuer une visite liée à une procédure administrative. L'appartement est fermé depuis longtemps, mais personne ne semble s'en préoccuper. Pourtant, ce jour-là, lorsque la porte est enfin forcée, une scène irréelle se dévoile. À l'intérieur, le corps momifié d'une femme âgée est retrouvé, allongé sur son lit, dans un appartement figé dans le temps. Les volets sont fermés, la poussière a tout recouvert, et les papiers posés sur la table datent du début des années 2000. Après enquête, les services de police et le médecin légiste estiment que la femme serait morte depuis plus de 15 ans, peut-être même près de 20 ans, sans que personne ne s'en aperçoive. La victime s'appelait Lucette M, elle avait un peu plus de 70 ans au moment de son décès supposé. Elle vivait seule, n'avait pas d'enfants, peu de proches, et semblait s'être progressivement coupée du monde. Ses factures étaient domiciliées automatiquement. Ses aides sociales et sa retraite tombaient chaque mois sur son compte, sans jamais être utilisées. Les loyers, eux, étaient automatiquement prélevés par le bailleur. Aucun incident de paiement n'a donc alerté qui que ce soit. Le logement, situé dans un immeuble de taille moyenne, n'a pas attiré l'attention des voisins. Personne ne s'était inquiété de son absence. On pensait qu'elle avait déménagé, qu'elle était peut-être partie en maison de retraite. Certains habitants ont même dit ne pas l'avoir connue du tout. Ce cas, bien que rarissime, n'est pas isolé. Il existe en France plusieurs exemples de personnes âgées retrouvées mortes chez elles des années après leur décès, totalement oubliées du système. Mais la situation de Lucette a particulièrement choqué l'opinion publique, par la durée du silence et la faillite collective qu'elle révélait. Les médias se sont emparés de l'affaire. Les reportages ont mis en lumière la solitude grandissante dans les zones urbaines, le manque de liens entre voisins, et l'absence de procédures de suivi pour les personnes isolées. Des associations ont lancé des campagnes pour repérer et accompagner les personnes âgées vivant seules, notamment dans les grands ensembles où l'anonymat règne. L'histoire de Lucette a laissé un malaise. Elle a rappelé que dans un monde où l'on parle sans cesse de communication, d'interconnexion et de réseaux sociaux, des gens peuvent littéralement disparaître, sans que personne ne s'en rende compte. Son nom est devenu, pour un temps, le symbole silencieux de l'invisibilité sociale, de ces vies effacées que plus personne ne remarque. L'appartement a depuis été vidé, nettoyé. Un hommage discret a été organisé par une association locale, pour que Lucette ne soit pas seulement celle qu'on a oubliée, mais aussi celle que l'on a enfin vue. Le 18 décembre 2013, à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, une équipe de chirurgiens s'apprête à réaliser une opération qui va entrer dans l'histoire de la médecine. Le patient, un homme de 75 ans atteint d'insuffisance cardiaque terminale, est allongé sur la table d'opération. Ce jour-là, on ne va pas lui greffer un cœur humain, mais un cœur entièrement artificiel, conçu par une entreprise française de biotechnologie, Karma.
Cela fait des années que les chercheurs travaillent sur ce projet, un cœur biomécanique, capable de battre de manière autonome, de s'adapter au rythme du corps, et surtout, de fonctionner sans rejet, contrairement au greffe classique. Le dispositif est un concentré de technologies, capteurs internes, membranes souples, moteurs miniatures, fluides biomimétiques, le tout alimenté par une batterie externe portée à la ceinture. Le cœur pèse environ 900 grammes, soit un peu plus que le cœur humain, mais reste parfaitement implantable dans la cage thoracique. L'intervention chirurgicale est délicate, mais se déroule sans incident majeur. À la surprise générale, le patient se réveille, respire, parle et commence à récupérer. En conférence de presse, les médecins annoncent une première mondiale. La France devient le premier pays à implanter un cœur artificiel totalement autonome à un patient humain. L'espoir renaît pour des milliers de malades en attente de greffe, parfois condamnés faute de donneurs compatibles. Pendant 74 jours, l'homme vit avec ce cœur artificiel. Il peut se lever, manger, discuter, et même marcher. Les médecins parlent d'un miracle technologique. Les médias internationaux s'emparent de l'événement. L'image du cœur Karma circule dans tous les journaux. C'est à la fois un symbole de l'innovation française et une promesse de révolution médicale. Mais l'histoire connaît un tournant douloureux. Le patient décède soudainement au début du mois de mars 2014. L'annonce est brutale, mais les médecins restent mesurés. Ils rappellent que l'essai visait à tester la viabilité du dispositif, et que le fait que l'homme ait pu vivre plus de 2 mois avec cet organe de synthèse est déjà un immense succès scientifique. Les tests cliniques continuent. Plusieurs autres patients recevront à leur tour des cœurs Karma dans les années qui suivent, avec des durées de survie de plus en plus longues. En 2021, la société obtient l'autorisation de mise sur le marché en Europe, et le cœur Karma devient le premier cœur artificiel commercialisé destiné à remplacer un cœur défaillant pour une durée prolongée. L'histoire de ce premier patient reste gravée comme l'un des grands moments de la médecine moderne. Elle illustre ce que la science peut accomplir quand la recherche, l'ingénierie et la médecine travaillent ensemble. Ce cœur qui battait sans âme mais avec une précision incroyable a prouvé qu'un jour, peut-être, la vie pourra être prolongée sans dépendre d'un autre être humain, et que l'espoir peut naître même quand tout semble biologiquement perdu. Dans les couloirs de l'hôpital Georges Pompidou, les équipes se souviennent encore de cet homme qui, en acceptant l'inconnu, a offert un futur à tant d'autres. En 2016, à Toulouse, une histoire pour le moins extraordinaire s'est déroulée dans la plus grande discrétion, avant de faire la une des journaux locaux. Elle avait pourtant tous les éléments d'un conte moderne, un homme seul, une chute brutale, et un cochon, oui, un véritable cochon domestique, qui devient le héros du jour. Michel, un retraité vivant dans une petite maison en périphérie de la ville, menait une vie tranquille en compagnie de son animal de compagnie peu commun, Pimba, un cochon vietnamien. Il l'avait adopté tout jeune, sur un coup de cœur. Contrairement aux idées reçues, Pimba n'était ni sale ni agressif. Il était même propre, affectueux, joueur, et parfaitement intégré à la vie de maison. Michel vivait seul depuis plusieurs années, et son cochon était devenu à la fois un compagnon fidèle et une présence rassurante. Ce jour-là, en fin d'après-midi, Michel glisse dans sa cuisine. Il tombe violemment sur le côté, incapable de se relever. Il tente de ramper jusqu'au téléphone, mais une vive douleur à la hanche l'en empêche. Il est coincé, seul, allongé au sol, et le plus inquiétant, son téléphone est hors de portée. Il commence à paniquer, conscient qu'il pourrait rester là longtemps sans aide. C'est alors que Pimba s'approche de lui, intrigué par la situation. Ce que peu de gens savaient, c'est que Michel, prévoyant et astucieux, avait installé un système d'alerte en cas d'accident domestique, sous la forme d'un gros bouton rouge, placé à hauteur d'animal. Ce bouton était connecté à un service de téléassistance. Lorsqu'il est activé, une alarme est envoyée à une centrale qui appelle les secours et contacte les proches du propriétaire. Et ce bouton, Michel l'avait entraîné Pimba à l'activer, au cas où un incident surviendrait. Un apprentissage de plusieurs mois, fait de jeux, de récompenses, de répétitions. Michel n'était jamais vraiment sûr que l'animal avait compris l'objectif, jusqu'à ce jour.
Face à son maître au sol, Pimba hésite un instant, puis trotte jusqu'au mur, pose son museau sur le bouton rouge et appuie. Quelques minutes plus tard, le système déclenche une alerte. Un opérateur tente d'appeler Michel, sans réponse. Suivant la procédure, il contacte les pompiers, qui se rendent rapidement à l'adresse indiquée. Il force la porte, trouve Michel conscient mais en détresse, et le transporte à l'hôpital. Il souffrait d'une fracture du col du fémur, une blessure grave chez les personnes âgées, qui peut être fatale si elle n'est pas traitée rapidement. Les pompiers, stupéfaits, apprennent l'implication du cochon en discutant avec Michel. L'histoire se répand comme une traînée de poudre dans les casernes, puis dans la presse. Pimba est surnommé le cochon sauveteur, et reçoit même une médaille symbolique de la mairie, remise lors d'une petite cérémonie organisée quelques semaines plus tard. Michel, remis sur pied après son opération, raconte aujourd'hui cette histoire avec émotion et humour. Il dit souvent que les chiens sont les meilleurs amis de l'homme, mais les cochons ne sont pas loin derrière. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.